Il est 3h45 du matin, on est le lundi 7 avril 2025. Une heure où normalement tout est calme. Ouais, exactement. Imaginez la scène. C'est digne d'un thriller numérique, mais en fait c'est d'une banalité terrifiante aujourd'hui. On est dans un hôpital de Marseille, les couloirs sont silencieux, les serveurs tournent tranquillement au sous-sol, et là, paf, Le fameux petit fichier qui atterrit sur le réseau. c'est ça. Minuscule. Complètement inoffensif en apparence. Mais en l'espace de 3 minutes chrono, ce petit fichier déclenche une réaction en chaîne automatisée. À 3h48, l'intégralité des dossiers médicaux de l'hôpital est verrouillée. Le chaos total, quoi. Ah bah oui, plus de prescriptions, plus d'historiques chirurgicaux. Même les moniteurs en soins intensifs perdent leurs données d'historique. Et le pire dans tout ça, le vrai truc terrifiant, c'est que c'est pas du tout l'œuvre d'un génie du piratage solitaire caché dans sa cave. Non, fini le cliché du hacker à capuche. Parce qu'à 8 heures du matin, quand le directeur arrive au bureau, son écran affiche un message ultra clair et rédigé dans un français impeccable, hein. Ouais, Le message stipule que les données sont prises en otage, la demande est 500 000 € sous 72 heures, et s'il ne paye pas, les dossiers psychiatriques, les statuts VIH, les historiques d'addiction des patients, tout ça sera vendu aux enchères ou publié sur le dark web. c'est glaçant. C'est plus du piratage là. C'est de l'extorsion de fonds industrialisée pure et dure. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette analyse en profondeur. Tout à fait. Et on a croisé ça avec les bases de données d'incidents de Zataz, de Lemagit et de idhd.fr. La mission de cette exploration, c'est vraiment de comprendre comment le rançongiciel, le fameux ransomware, il s'est transformé en une multinationale franchisée. Avec ses propres RH, hein, son service client et tout, hein. Exactement. Des vraies grilles tarifaires impitoyables. C'est fou. C'est fou, mais c'est la réalité. En fait, il faut vraiment qu'on opère une rupture totale avec l'imaginaire des années 2000. La cybersécurité aujourd'hui, c'est plus juste une affaire de pare-feu ou de petit antivirus qui clignote en bas de l'écran. Ouais, clairement. Le ransomware actuel, c'est un véritable modèle d'affaires. C'est géré avec les mêmes indicateurs de performance, les fameux KPI, qu'une entreprise du CAC 40. Il calcule le taux de conversion, le retour sur investissement, l'optimisation des coûts, enfin bref, tout est calculé au millimètre. C'est quand même dingue d'entendre le terme taux de conversion appliqué à la paralysie d'un hôpital. Ouais, c'est super cynique. Mais bon, les chiffres nous imposent cette lecture. Si on regarde le premier trimestre 2025, ça a pulvérisé tous les records. Il y a eu 2314 victimes exposées publiquement. C'est une augmentation de 156%, quoi. C'est énorme. Et pour arriver à une telle échelle, on peut plus se reposer sur le talent de 2 ou 3 codeurs isolés. Ils ont dû changer radicalement la façon dont la technologie elle-même est distribuée. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment ça marche concrètement? Eh bien, la clé de cette épidémie, elle tient dans un seul acronyme, le RAAS, pour Ransomware as a Service. Ok, Rien qu'en 2025, les sources recensent 96 grands groupes criminels actifs, soit une hausse de 41% en un an. On parle d'entités comme Lockbit, Clop ou Black Cat. Et leur innovation majeure, en fait, c'est qu'ils ont arrêté d'attaquer les entreprises eux-mêmes. attends, ils attaquent plus eux-mêmes? Non. Ils se sont transformés en éditeurs de logiciels, carrément. Ils développent le code malveillant, ils maintiennent une infrastructure cloud ultra solide sur le dark web, ils gèrent les paiements en crypto, et ils louent l'accès à toute cette plateforme à des affiliés. Ah d'accord, donc si je comprends bien, ces grands groupes terrifiants dont on entend parler, ils mettent même plus les mains dans le cambouis pour infiltrer un réseau. Exactement. Ils fournissent juste l'outil. C'est fou. C'est exactement comme si on achetait une franchise d'une célèbre chaîne de fast-food. Le groupe principal, la maison mère, il fournit la recette secrète, la marque, la technologie, et l'affilié indépendant, lui, il a plus qu'à trouver l'emplacement idéal, ou dans ce cas précis, la faille de sécurité chez la victime. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la ressemblance frappante avec le e-commerce classique. L'interface que l'affilié utilise, ça ressemble à un tableau de bord professionnel. Genre Shopify pour les hackers, quoi. C'est presque ça, ouais. Il y a des menus déroulants pour configurer le montant de la rançon, des statistiques en direct sur le chiffrement des machines de la cible, et il y a même un bouton de chat en direct pour contacter le support technique de la maison mère si le virus bug pendant le déploiement. Ah non, c'est sérieux, un support client pour un virus? Et oui, du coup, la barrière à l'entrée s'est totalement effondrée. Plus besoin d'être un crack en cryptographie complexe. L'affilié, il achète des identifiants volés à un autre groupe, il se connecte, il clique sur déployer et il attend que l'argent rentre. C'est terrifiant de facilité.
Et n'importe qui peut s'improviser cybercriminel, du coup. Les rapports citent l'histoire d'un affilié qui utilisait le pseudo Christopher. En 2025, ce gars-là, qui n'avait sans doute aucune vraie compétence en programmation, il a empoché 560 000 $ de revenus personnels. Plus d'un demi-million, juste en utilisant l'outil des autres. Voilà, en faisant des campagnes de hameçonnage de masse avec la tech de Logbit. Son taux de succès, donc le pourcentage de victimes qui ont cliqué et payé, c'était 22,5%. Dans le marketing digital normal, un taux de conversion pareil, c'est considéré comme miraculeux. Et j'imagine que la maison mère prend sa commission au passage, bien sûr. Bien sûr, et avec une rigidité ultra corporatiste. L'enquête de Block News révèle qu'en mai 2025, Logbit a carrément sorti une grille tarifaire officielle. Ah ouais, filie le marchandage au cas par cas. Exactement. Le tarif est fixé par l'algorithme. C'est entre 1,5 et 3% du chiffre d'affaires annuel de la cible. Donc, pour une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, bam, la facture tombe automatiquement entre 7,5 et 15 millions d'euros. Et pas moyen de négocier? Pas du tout. Si l'outil détecte dans les documents internes que l'entreprise a une assurance cyber, Logbit exige d'office 50% du plafond de couverture. C'est de l'automatisation du chantage pur et simple. Et si les négociateurs professionnels essayent de marchander à la baisse, le logiciel les avertit. La moindre tentative et les données sont réencryptées avec une nouvelle clé. Tout espoir de récupération est détruit pour punir la victime. Le ransomware est devenu un produit non négociable. Face à cette machine froide et optimisée à l'extrême, on touche à un aspect qui défie carrément la morale. Parce que si tout est basé sur le taux de conversion, la sélection des cibles se fait pas au hasard. Ah non, pas du tout. Ils cherchent des victimes pour qui le temps d'arrêt, c'est pas juste une perte financière, mais une vraie catastrophe sociétale. Ils ciblent ceux qui peuvent pas se permettre de dire non. Le calcul est d'un cynisme absolu. Prenez le groupe Medusa, par exemple. Entre janvier et mai 2026, ils ont fait plus de 400 victimes en se spécialisant dans les hôpitaux. Ouais, c'est les pires. En février 2026, au Mississippi, 35 cliniques du même réseau ont été frappées en même temps. Les blocs opératoires fermés, les patients en attente de chirurgie vitale renvoyés chez eux. Et en France aussi, l'hôpital de Pontarlier en octobre 2025. Ah oui, ils ont dû tout faire sur papier, je m'en souviens. Exactement. L'impact est physique. Pour un directeur d'hôpital, le choix, il n'est même pas financier. Quand on nous demande 800 000 € alors que tu as des patients en soins critiques, une vie humaine vaudra toujours plus que le principe de ne pas financer le crime. Ouais, on leur force la main. Mais l'enquête de Block News montre que cette même logique de vulnérabilité, elle s'applique aussi aux toutes petites administrations, les communes. C'est ça. J'ai un exemple en tête, de février 2026. Un petit village français de 3000 habitants, complètement mis hors ligne. Les actes d'état civil, les mariages, tout est bloqué. Et là, la rançon exigée, c'est 50 000 €. Ce qui paraît peu pour une grosse boîte, mais pour un budget municipal de 800 000 €, c'est une ponction énorme. Ça représente 6% de leur budget annuel. Ouais, voilà. Et là, je me fais l'avocat du diable pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Bon, face à un village de 3000 habitants, pourquoi céder? On n'a qu'à jeter les serveurs, effacer les disques et repartir de zéro avec l'aide des autorités de l'État. Pourquoi une petite mairie accepterait de donner 6% de ses impôts locaux à des criminels? » Sur le papier, c'est la seule bonne réponse, de refuser de payer. Mais opérationnellement, c'est un cauchemar absolu. Comment ça? Ne pas payer pour une mairie, ça veut dire perdre le cadastre, l'historique complet des impôts locaux, la facturation de la cantine scolaire. Reconstruire tout ça, ça prend en moyenne 6 mois. 6 mois de paralysie, hein? 6 mois d'audit, de nettoyage, de rachat de matériel, tout ça à partir d'archives papier incomplètes. Et les chiffres sont clairs. Le coût moyen d'un incident total, incluant ce temps d'arrêt, s'accumule à 1,8 million d'euros. Ah oui, quand même. Alors qu'en face, la rançon moyenne demandée, c'est 820 000 €. Le gestionnaire, il fait face à des maths implacables. Payer la rançon, à court terme, ça coûte 2 fois moins cher que de survivre à l'attaque. C'est terrible de se dire que l'industrie criminelle prospère juste sur ce petit ratio financier. Mais bon, les entreprises essayent de s'adapter quand même. Le conseil qu'on entend partout, c'est « faites des sauvegardes en ligne ». C'est la base, oui. Si on a une sauvegarde de la veille, déconnectée du réseau, le modèle de la rançon s'effondre. Les données sont chiffrées, ok, on formate, on restaure la sauvegarde, et on repart en quelques heures sans verser un centime. Problème réglé. Si seulement c'était si simple. L'industrie a évolué de manière très sombre pour contrer ça. D'abord, ils ont changé le vecteur d'attaque. Ils ciblent la fameuse supply chain, la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire?
Au lieu d'attaquer un hôpital bien protégé, ils remontent à la source. En novembre 2025, ils ont attaqué Weda, un énorme éditeur de logiciels médicaux en France. Ah, donc ils s'attaquent aux fournisseurs. Voilà, ils ne s'épuisent pas à attaquer 23 000 cabinets médicaux un par un. Ils s'infiltrent chez l'éditeur et ils cachent leur virus dans une mise à jour officielle. Les cabinets téléchargent la mise à jour en toute confiance, les pare-feux laissent passer et boum, l'effet est exponentiel. Malin et effrayant. Et si la victime a de bonnes sauvegardes, les hackers ont une autre méthode, l'extorsion silencieuse. Plus de chiffrement. Attends, plus de chiffrement. Mais c'est quoi l'intérêt d'un ransomware sans chiffrement? Le groupe Karakurt l'a fait à Marseille en mars 2026. La méthode est terrifiante. Il n'y a aucun écran rouge, aucun fichier bloqué. Les hackers s'infiltrent, copient des téraoctets de données confidentielles pendant des semaines, puis disparaissent. Et la victime continue de travailler comme si de rien n'était, sans savoir qu'elle s'est fait piller? Exactement. Et 3 mois plus tard, le mail arrive à la direction. On a vos données, vos emails internes, vos brevets, les listes de clients. Payez ou tout finit sur le web. C'est une pression psychologique redoutable parce qu'il n'y a pas de panne technique pour justifier la crise en interne. Juste une menace de réputation mortelle. Ouais, c'est la version moderne du maître chanteur. C'est comme si le cambrioleur, il se contentait plus de changer les serrures de la maison, il vole aussi les journaux intimes de toute la famille, et en plus, il menace de les placarder dans toute la rue. C'est une super analogie. Et d'ailleurs, certains font même de la triple extorsion. La triple extorsion à l'ail. Ouais. Étape 1, on chiffre vos serveurs, vous avez des sauvegardes, pas de souci. Étape 2, on menace de publier vos données volées, ce qui entraîne des amendes RGPD colossales. Vous refusez toujours. Étape 3, on inonde votre site web public avec du faux trafic pour le faire crasher. Une attaque DDoS. Ah ouais, donc pour reprendre mon analogie du cambrioleur, non seulement il te pique ton journal intime pour l'afficher, mais en plus il paye une foule pour bloquer la porte de ta propre maison. C'est la triple peine absolue. Tu paies pour l'accès, pour le silence et pour la visibilité. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour notre avenir? Parce qu'on rajoute une couche par-dessus tout ça, et j'ai vu ça dans l'enquête. C'est l'intelligence artificielle, le ransomware 3.0. Ouais, l'IA générative a fait passer tout ça à la vitesse supérieure. Fini les vieux emails de phishing bourrés de fautes d'orthographe qu'on repérait à 10 km. Le fameux prince nigérien, là. C'est fini ça. Aujourd'hui, l'IA aspire les profils LinkedIn des employés, analyse les organigrammes et pond un mail parfaitement crédible en se faisant passer pour le chef du comptable. Résultat, les taux d'ouverture de ces emails ont bondi de 35%. C'est un saut quantique dans la sophistication. Et c'est pas tout, l'IA est intégrée dans le code du virus. Le logiciel modifie sa propre structure en temps réel pour échapper aux antivirus. Mais le plus fou, c'est au niveau financier. C'est-à-dire? Dès que l'IA entre sur le réseau, elle scanne en quelques millisecondes les bilans comptables, les contrats et les assurances. Elle calcule au centime près la rançon maximale que la boîte peut payer avant de faire faillite. De l'ingénierie financière automatisée pour les criminels incroyables. Tout à fait. Du coup, face à ce niveau d'organisation, on parle d'IA, de franchise, de triple extorsion. Que fait le monde légal? Parce que les rapports de Zataz dressent un bilan vraiment accablant. Il y a près de 60% des entreprises qui avouent n'avoir aucun plan de réponse aux incidents. Aucune procédure, rien. Voilà, quand l'attaque arrive, c'est la panique, on improvise. Et c'est pour ça que 70% des victimes ont une perte de revenus quasi systématique. Mais heureusement, la législation commence à se réveiller. Si l'on relie tout cela à une vue d'ensemble, l'Europe met en place des garde-fous. Comme la directive Nice 2, c'est ça? Exactement. Nice 2, qui est en cours de transposition, et le Cyber Resilience Act, prévu pour septembre 2026. Ça va siffler la fin de la récré. C'est plus de vagues recommandations. Les secteurs essentiels, comme la santé ou l'énergie, vont devoir respecter des standards techniques stricts. Sous peine de grosses sanctions, j'imagine. Des sanctions massives. Ouais. Obligation de déclarer les incidents en quelques heures pour éviter de cacher les fuites. Et surtout, les dirigeants seront juridiquement responsables en cas de négligence. Fini l'époque où la cybersécurité, c'était juste le problème du gars de l'informatique au sous-sol. C'est devenu une affaire de direction. Mais le verdict de Block News est clair. Au-delà des lois, la seule vraie solution mathématique, c'est le paiement zéro, avec des sauvegardes hors ligne totalement déconnectées. Si le business ransomware ne génère plus un centime, le modèle meurt. C'est la seule façon. Pour rassembler les fils de cette immersion, le constat est sans appel. Le ransomware, c'est plus un vulgaire virus. C'est une industrie d'extorsion dont le produit, c'est la prise en otage de notre santé publique, de nos mairies et notre économie. C'est un vrai risque systémique pour la société.
Et ça mène à une réflexion très dérangeante. Laquelle? Ce modèle fonctionne en réinvestissant ses profits. Donc, chaque fois qu'un hôpital paye pour récupérer ses données, ce qui est un instant de survie incompréhensible, il injecte en fait du capital dans l'industrie criminelle. Attends, donc le paiement d'aujourd'hui, ça finance littéralement le virus de demain. Exactement. Le paiement sauve ta boîte, mais il finance la prochaine attaque sur l'hôpital voisin. Est-ce qu'on arrivera un jour où payer une rançon sera considéré juridiquement et moralement comme du financement direct de la criminalité organisée? Voire du terrorisme. Ce qui exposerait la victime à des poursuites pénales pour avoir payé la rançon. C'est un paradoxe d'une violence inouïe. Se retrouver obligé de financer sa propre destruction à grande échelle, juste pour survivre le mois en cours. Qu'une panne géante fera les gros titres, il faudra repenser à ce tout petit fichier tombé à 3h45 du matin. Derrière ce silence, il y a une industrie impitoyable qui a converti nos vies numériques en simples lignes de profit.